souhaitons donc à nouveau la bienvenue. Donc l'enregistrement a débuté. Je précise également qu'on va se laisser jusqu'à 19h30, 19h45 environ selon les questions qui nous seront posées pour essayer de répondre à tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet du webinaire d'aujourd'hui, je voulais vous présenter un peu les objectifs plus généraux qu'on aura dans l'année pour vous accompagner dans la préparation du concours. Donc, les webinaires, il y en aura 3. Donc, le premier aujourd'hui qui sera consacré plutôt à une présentation générale du concours, de l'école et à des conseils méthodologiques, on va dire, généraux. Il y aura un second webinaire qui est prévu le 3 avril qui sera plus spécifiquement consacré aux épreuves écrites. Et un dernier webinaire qui sera donc consacré aux épreuves orales post-résultat d'admissibilité. On va organiser ensuite des concours blancs. Donc le premier va démarrer là, le 11 mars, très prochainement. Vous aurez donc des sujets sur lesquels vous pourrez vous positionner, nous adresser vos copies jusqu'au 24 mars. Toutes les informations seront redonnées de toute façon sur les pages LinkedIn et Facebook de la préparation au concours N3S par ses élèves. Donc on vous invite à vous abonner à ces pages pour rester toujours informé des actualités. Les euros blancs que nous organiserons pareil à l'issue des résultats d'admissibilité. Et puis deux nouveautés cette année, donc on va vous mettre à disposition très prochainement ce qu'on appelle une fiche ressources qui viendra en complément des conseils bibliographiques que vous pouvez trouver sur le site de l'N3S ou par le biais des prépas auxquels vous êtes éventuellement inscrits. Il s'agira matière par matière de vous conseiller quelques références, quelques ouvrages, quelques émissions éventuellement de radio, podcast ou autres qui pourront être utiles dans la préparation du concours. Et puis enfin, on va mettre en place un dispositif de tutorat qui a déjà été annoncé, pareil, sur les pages LinkedIn et Facebook, qui va consister en un accompagnement, on va dire, un peu personnalisé, où si vous êtes volontaire, vous vous inscrivez. Et puis, alors, on ne promet pas de pouvoir répondre à tout le monde parce que ça va dépendre de la quantité de demandes que l'on va recevoir, mais on essaiera de vous attribuer un élève de l'actuelle promotion auprès duquel vous pourrez, avec lequel vous pourrez échanger et qui sera là pour répondre à des questions, hein, non pas sur un accompagnement, on va dire, de préparation des épreuves elles-mêmes, mais des questions plus générales sur le concours, sur l'école ou tout autre sujet qui pourrait vous poser question dans le cadre de la préparation du concours. Voilà pour les grandes lignes. Donc, on va commencer par un petit tour de table pour se présenter rapidement, vous dire d'où on vient. Et donc, je laisse la parole à Jeanne pour commencer. Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Jeanne-Pierre, je suis élève externe et avant j'étais scolarisée à Sciences Po Paris. Et pour mes épreuves, oui, pardon. Donc à l'écrit, j'avais pris en option économie et aux oraux, j'avais pris droit public et protection sociale. Bonjour, je m'appelle Nance Fontaine, je suis externe. J'ai fait une licence de droit en parallèle d'une prépa ENSD1, donc économie-droit. Et j'ai pris du coup en matière écrite droit public et à l'oral économie et sciences politiques. Bonjour à tous, donc Alexandre Henry. Alors moi je suis élève interne. Auparavant j'étais inspecteur du recouvrement à l'URSSAF Centre. Et j'avais un parcours plutôt comptable, master en compta. Et sinon aux écrits j'avais pris donc études de cas. Donc moi c'est Charlie Cérès-Levert, je suis issu du 3e concours, donc un concours qui s'adresse aux personnes qui ont une expérience professionnelle hors sécurité sociale d'au moins 5 ans. Et auparavant, donc j'étais urbaniste et plus précisément chef de projet construction dans le logement social. Bonsoir à tous, je m'appelle Marie-Delphine Soleil, je suis élève externe, donc je suis de formation juridique, j'ai fait une licence en droit privé puis j'ai continué avec un master en droit social
Et aux écrits en option, j'avais pris droit public et aux oraux, j'avais pris droit du travail et protection sociale. Bonsoir à tous, je m'appelle Emma Suré, je suis également élève externe. J'ai fait toute ma scolarité à Sciences Po Paris avec un master en ressources humaines. Et ensuite, au moment de préparer les concours, après, j'ai choisi de passer à l'écrit la culture générale et à l'oral, le droit du travail et sciences politiques. Je vais continuer la présentation de ce webinaire en vous parlant du coup un peu plus de l'école, donc le N3S. Si vous êtes là, je pense que vous avez peut-être commencé à vous renseigner un peu sur l'école ou vous avez commencé à regarder sur le site quels sont les débouchés auxquels amène l'école. Je vais préciser un petit peu les informations qu'on peut trouver sur Internet. Certains sont peut-être un peu plus informés que d'autres. L'idée, c'est d'équilibrer un petit peu les informations qu'on peut trouver. Donc, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, le N3S en abrégé, elle forme les futurs cadres dirigeants de la sécurité sociale qui auront en fait la mission de manager les organismes de protection sociale en France. L'école, elle permet à ses élèves d'accéder à des postes d'agents de direction à la fin de la scolarité grâce à une inscription automatique sur la liste d'aptitudes. Finalement, à la fin de la scolarité, les élèves de l'N3S se positionnent sur un poste de cadre de la protection sociale et ils peuvent donc soit intégrer l'une des 5 branches du régime général de la sécurité sociale, mais ils peuvent aussi décider d'intégrer d'autres organismes de protection sociale, comme les ARS, les UGCAM, les MSA et aussi les autres régimes spéciaux. Donc, en fait, on voit bien que le N3S, elle ouvre la possibilité aux futurs cadres dirigeants de se positionner sur toute une diversité de métiers. Et le but, finalement, c'est de garantir, en fait, une bonne conduite de la performance de la protection sociale au sein des organismes. Et donc, en fait, les parcours au sein de le N3S, ils sont assez variés. On peut accéder à une diversité de métiers, une diversité de débouchés. Le premier objectif de l'école, en fait, c'est de former aux métiers qui sont au service de la mise en œuvre des politiques sociales publiques. Donc, en fait, très concrètement, ici, les questions des métiers qui concernent, par exemple, le versement des prestations, le recouvrement des cotisations sociales, la lutte contre la fraude, les relations à l'usager, l'action sociale et beaucoup d'autres métiers. Donc là, on est vraiment, en fait, sur la mise en place des politiques sociales, des politiques publiques. Comment est-ce que ça se met concrètement en place sur le terrain? Le deuxième objectif de l'école, en fait, est de positionner ses élèves qui sont donc des futurs cadres, sur des métiers qui visent à garantir la performance opérationnelle, la performance économique et la performance sociale des organismes. Donc, en fait, on entend par là, finalement, tout ce qui est fonction support, donc fonction RH, fonction com, aussi des postes de gestion budgétaire, de gestion financière, ou encore des postes d'appui à la stratégie. Donc, pour rappel, pour bien préciser les choses, l'école ne forme pas des techniciens. On ne demande pas forcément aux élèves d'être hyper à l'aise, hyper pointus sur des opérations très techniques. Mais par contre, on demande aux élèves finalement de savoir par la suite manager les équipes et de savoir prendre les bonnes décisions pour être un dirigeant éclairé, un dirigeant efficace et qui saura prendre les bonnes décisions au bon moment pour assurer une bonne conduite des organismes de protection sociale. Une dernière petite précision, le N3S, à la différence d'autres écoles nationales, elle ne fait pas de classement à la sortie à la fin de la scolarité, à la fin des 18 mois. Donc, on va dire que chaque élève est assuré d'avoir un poste qui répondra, en tout cas, qui tâchera de répondre le plus possible à ses attentes ou à la suite de son parcours professionnel. Toujours dans le cadre de la formation, je vais vous parler maintenant un peu plus de la formation, de ce qu'on fait du coup très concrètement nous au quotidien. Donc, la formation N3S, elle vise à garantir aux élèves une maîtrise des compétences qui sont nécessaires à la gestion et au pilotage des organismes de protection sociale. Donc, le parcours de formation, il vise également les élèves à aider à se constituer finalement un projet professionnel qui soit adapté et qui répondra en fait à leurs attentes professionnelles et leur volonté de se diriger dans leur carrière au sein de l'institution. La scolarité, elle se déroule à Saint-Étienne sur 18 mois, comme j'ai dit précédemment, avec 6 mois de stage qui se déroulent en discontinu. Donc, le premier semestre, le semestre 1, c'est en fait un semestre qui vise à permettre la découverte de l'environnement de la protection sociale et qui permet aussi de découvrir des fondamentaux, les fondamentaux en management et des fondamentaux avec tout ce qui est outils de gestion. Ce semestre, il comprend aussi des stages courts, donc des stages découvertes dans les différentes branches de la sécurité sociale et un stage terrain de 3 semaines. Le deuxième semestre, du coup, c'est un semestre de professionnalisation managériale avec un stage d'encadrement de 6 semaines. Et le semestre 3, finalement, c'est un stage de spécialisation qui permet de nous préparer à notre prise de fonction avec un stage long, un stage de direction qui dure 3 mois.
Donc, les différents stages, ils ont lieu dans les organismes de sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national. Et en fait, on voit qu'il est demandé un peu une certaine mobilité aux élèves dans le cadre de ces stages, sachant que les frais de déplacement sont pris en charge par l'école. Tout au long de leur scolarité, les élèves ils devront également prendre part à des projets de groupe. Donc, ces projets ils gardent une dimension professionnalisante puisqu'ils répondent à des besoins directs qui émanent des organismes de la sécurité sociale. À la fin de la scolarité, les élèves ils reçoivent un second diplôme en Master 2 en ingénierie de la protection sociale en partenariat avec l'université Gustave Eiffel. Dernière petite précision avant de laisser la parole à mes collègues. Lors de la formation N3S, les élèves internes ils bénéficient d'un maintien de salaire par leur employeur, tandis que les élèves externes ils deviennent agents salariés non titulaires de la N3S, donc c'est ce qui est inscrit sur notre contrat, et ils perçoivent une indemnité de formation au cours des 18 mois qui leur est versée mensuellement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du concours. Donc, pour accéder à l'EN3S, il y a 3 voies d'accès. Il y a un concours externe, un concours interne et un 3e concours. Donc, je vais vous en parler des 3 successivement. Pour pouvoir présenter le concours externe, il faut avoir une licence ou une équivalence à la licence. Donc, en concours externe, on a vraiment des profils très variés. On a des étudiants qui sont issus de Sciences Po, de fac de droit, d'économie ou bien d'IPAD. Donc, il n'y a pas du tout de formation type pour pouvoir accéder à l'école. Concernant le concours interne, il est ouvert aux personnes qui travaillaient déjà dans les institutions de la sécurité sociale. Il faut qu'elles justifient d'au moins 4 ans d'ancienneté et sachant qu'il n'y a pas de condition de diplôme en interne pour pouvoir passer le concours. Enfin, on a le 3e concours qui, lui, est ouvert aux personnes qui justifient de 5 ans d'expérience professionnelle hors institution de sécurité sociale. Donc, comme vous le savez peut-être, le concours il se découpe en 2 étapes. Vous avez l'étape des épreuves écrites qui se dérouleront le 17, le 18 et le 19 juin. Concernant les lieux de passage, en fait, il y a des centres d'examen dans toute la France et même dans les Drômes. Et par contre, pour les épreuves orales, donc elles se déroulent du 16 septembre au 11 octobre et elles ont lieu à Saint-Étienne. Donc, vous devez obligatoirement vous rendre à Saint-Étienne pour ces épreuves. Cette année, concernant les places ouvertes, on en a 30 pour le concours externe, 24 en interne et 3 pour le 3e concours. Donc, concernant les inscriptions, donc elles ont lieu jusqu'au 29 mars à 16h, donc assez bientôt. Concernant les modalités, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de l'EN3S. Et donc là, on va vous demander donc, un certain nombre de documents. Donc notamment, je pense, on va vous demander votre carte d'identité, par exemple, une copie des diplômes que vous avez et aussi un CV. Sachant que ce n'est pas la version définitive que vous devez fournir, puisque si vous pouvez passer les oraux, si vous êtes admissible, on va vous redemander un CV. On vous enverra tout simplement un mail. Il faudra fournir le CV à l'aide de motivation à ce moment-là. Donc, ce n'est pas très grave s'il y a des erreurs dessus. Et sachant, pour le 3e concours, il y a une petite spécificité puisqu'on va vous demander aussi les justificatifs de travail pour les 5 années. Et aussi, vous devez fournir une note de réalisation probante, donc qui développe les réalisations du candidat en lien avec les enjeux actuels de la protection sociale et qui analyse aussi la manière dont il pourrait exercer ses compétences en tant que futur agent de direction. Donc maintenant, je vais passer un petit peu à des éléments statistiques pour que vous puissiez avoir une petite idée du nombre de candidats. Donc, je vais vous donner les statistiques qui ont été faites pour 2023, sachant que sur le site de l'EN3S, dans les rapports de jury, vous pouvez retrouver ces éléments. Donc, l'année passée, en interne, il y avait 24 places qui étaient ouvertes, 29 en externe et 3 pour le 3e concours. En interne, il y a 78 candidats qui se sont inscrits, 332 en externe et en 3e concours, il y en avait 37. Mais après, au niveau de la présence effective au concours, en interne, il y avait 75 candidats qui s'étaient présentés, 159 en externe et 23 en 3e concours. Maintenant, pour l'admissibilité, en interne, il y en avait 45 d'admissibles, 82 en externe et en 3e concours, 12. Et donc, pour le seuil d'admission, en interne, il était de 11 sur 20, de 12,2 en externe et de 15,62 en 3e concours. Là, sur les statistiques, effectivement, vous pouvez aussi évidemment regarder le nombre de candidats qui se sont présentés à l'ensemble des épreuves écrites pour avoir un peu des idées sur le taux de sélectivité, même si on peut évidemment pas vous dire ce qu'il en sera pour 2024.
Par rapport à ce que disait ma collègue, juste sur le troisième concours, effectivement, la note de réalisation probante, je vous invite à la préparer, à y passer peut-être un peu de temps pour qu'elle soit la plus claire possible, parce que c'est un élément, pour le coup, que vous devez joindre à votre dossier d'inscription, donc vous ne pourrez pas la refaire plus tard, contrairement au CV ou à la lettre de motivation. Et c'est ce qui va servir de base, enfin, en tout cas, le jury va revenir dessus très probablement lors de l'entretien, lors de l'entretien avec le jury. Et un petit conseil, c'est aussi de vous référer à ce qu'on appelle le référentiel Leaders. Donc, je crois que ça s'écrit LEA2DERS, qui est un référentiel établi par Lucas et qui vise les compétences attendues pour un agent de direction. Donc, ça vaut le coup de le regarder et, si possible, de choisir des réalisations probantes, donc en lien avec les compétences attendues. Je vois également, et je vous remercie, qu'on a quelques questions qui commencent à arriver via le chat. Donc, je vais prendre la première et puis je laisse mes collègues éventuellement compléter s'ils ont plus d'éléments. Donc, à l'issue de la formation, peut-on travailler au CLES? Donc, le CLES étant le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Est-ce qu'on peut y travailler? Certainement, mais il faut quand même se dire que c'est pas un débouché commun, enfin, je veux dire, le débouché classique à l'issue de la scolarité, c'est vraiment les organismes de sécurité sociale des 5 branches. Et donc, si vous visez vraiment un cursus international, je ne veux pas dire que c'est pas du tout impossible, hein, puisqu'il y a des opportunités possibles, mais il faut bien se dire que ça reste des débouchés qui sont quand même assez limités, je pense. Il faut qu'il y ait un poste qui soit ouvert en fait dans la bourse des emplois. En fait, on se positionnera sur des postes qui seront ouverts à travers la bourse des emplois. Il faut qu'il y ait un poste au CLES qui soit inscrit dans cette bourse, quoi. Mais après, rien n'est impossible. On peut dire, pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur ce sujet-là. En revanche, si on peut juste ajouter une petite précision, c'est que quand vous sortez de l'école, de la même manière qu'à l'INSP ou dans les autres écoles du service public, vous avez une dette, entre guillemets, envers l'institution, et vous vous engagez à travailler pendant, je crois que c'est 6 ans pour le N3S, au sein des organismes de sécurité sociale, mais je pense bien que c'est quelque chose qui peut s'organiser après. Après, ce qu'on peut préciser également sur la sortie de scolarité, c'est que ce n'est pas des affectations, c'est-à-dire que vous avez une bourse de poste disponible et ensuite à chacun de postuler sur les postes qui l'intéressent et puis de passer des entretiens avec l'organisme en question, comme en recrutement classique, on va dire, sauf que vous avez des postes qui sont plus ou moins réservés aux étudiants sortant de la scolarité N3S. Je vais peut-être enchaîner par rapport à ce que expliquait Marie-Delphine sur les épreuves en fait au concours. Donc en fait, il y a 3 écrits donc, qui se dérouleront, comme l'a dit Marie-Delphine, le 17, 18, 19 juin. Donc alors vous commencez par l'option. L'option, c'est-à-dire vous avez le choix entre plusieurs matières, donc études de cas, sciences économie, droit public, culture générale et gestion comptable et financière pour la première année. Donc, c'est une épreuve qui dure 5 heures et qui a un coefficient de 5. Le deuxième jour, vous passez donc la note de synthèse qui est une épreuve obligatoire. Donc, c'est un coefficient 4 et c'est sur 4 heures. Et enfin, vous terminez par la dissertation de protection sociale qui est sur 4 heures. Coefficient 6, c'est pareil, qui est donc obligatoire. Donc, en fait, ces 3 matières-là, vous atteignez donc un nombre de points et après, fin août, vous aurez les résultats de l'admissibilité pour savoir si vous passez les oraux. Donc effectivement, l'été est assez long. Il faut attendre les résultats jusqu'à la fin et ne pas se démobiliser. Oui, effectivement, la préparation du concours, on va dire que c'est un peu un marathon, hein, il faut se préparer, il faut commencer le plus tôt possible. Là. Si vous envisagez de présenter le concours pour 2024, bien évidemment, il faut déjà avoir commencé ou s'y mettre à fond dès maintenant, mais il faut arriver à tenir sur la distance, donc c'est important de calculer son effort pour arriver jusqu'au bout et en meilleure forme aussi physique et mentale, hein, que ce soit pour les épreuves écrites ou orales.
c'est important d'avoir une fraîcheur physique et mentale pour être dans les meilleures dispositions le jour J. Si on enchaîne peut-être sur les questions, pas se faire trop déborder. Sur le centre d'examen en Corse, non, il n'y a pas de centre d'examen en Corse. Généralement, les élèves peuvent le passer à Marseille ou à Lyon. Alors, j'ai la liste. Ouais. Alors, les lieux d'examen pour les écrits sont donc Bordeaux, Cayenne, Fort-de-France, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Nancy, Paris, Pointe-à-Pitre, Rennes, Saint-Denis de la Réunion, Strasbourg et Toulouse. Merci Jeanne. Et de manière générale, je vous invite vraiment à explorer de fond en comble le site de l'EN3S parce qu'il y a quand même beaucoup de réponses et d'informations. Donc il faut prendre le temps d'aller voir la page consacrée au concours et de bien explorer voilà, tous les onglets, etc. parce que vous allez trouver beaucoup de réponses à vos questions. Je pense notamment sur la note de réalisation probante, là, puisqu'il y a une question dans le chat. Faut-il présenter plusieurs expériences ou une seule? La consigne parle de 2 ou 3 réalisations probantes. Donc, à vous de voir, moi j'en avais mis 3. Mais ce que je peux conseiller, en tout cas, c'est d'être vraiment synthétique parce que le jour J, le jury va avoir votre document entre les mains. Mais voilà, il faut être synthétique pour qu'il puisse, en un coup d'œil, on va dire, arriver aux informations essentielles et ne pas le perdre dans des développements qui seraient trop longs, quoi. Voilà. Sur la question d'être détaché une fois qu'on rentre à la sécurité sociale dans un corps de la fonction publique, ça peut arriver, c'est très rare, ça peut arriver. C'est pas, voilà, ça peut arriver au cours d'une carrière d'être détaché sur un poste DGA Solidarité, par exemple, dans la territoriale. Et c'est quand même, c'est pas la norme, quoi. Je précise juste par rapport à la question, n'étant pas fonctionnaire dans la sécurité sociale, en fait, on n'est pas fonctionnaire à la sécurité sociale puisqu'on est régi par du droit privé. Ce sont des organismes de droit privé à mission de service public. Donc voilà, juste cette petite nuance à introduire que nous qui travaillons actuellement dans la sécurité sociale ne sommes pas considérés comme des fonctionnaires. Tout à fait. Donc, Question tout en haut aussi. il y avait une autre question? Oui, c'était peut-être Alexandra pour y répondre, c'était par rapport au concours interne. Ah oui. Alors, quand on passe le concours interne, donc est-ce qu'à l'issue, nous pouvons revenir dans notre organisme d'origine? Donc oui, c'est possible. Alors, il y a plusieurs possibilités. Si par exemple, vous n'avez pas trouvé de poste, dans tous les cas, vous restez salarié de votre organisme et donc vous pouvez retourner dans ce cadre-là. Après, bon, il peut y avoir aussi des postes et peut-être que vous pouvez postuler dans votre organisme, mais faire ce concours, l'objectif, c'est aussi de changer de branche, de voir autre chose, d'avoir une mobilité professionnelle. Mais dans tous les cas, ne perdez pas votre emploi et vous pouvez retourner à votre organisme. Effectivement, dans la scolarité, même les stages pour les internes, hein, l'objectif, c'est aussi évidemment de découvrir justement les autres branches qui ne connaissent pas pour essayer d'avoir une vision globale et la mobilité tant géographique que fonctionnelle que interbranche est vraiment favorisée dans la scolarité en vue de la carrière future. Si pour l'instant il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner sur des conseils méthodologiques et je vais commencer par les rapports du jury que je vous invite vivement à consulter sur le site de l'N3S. Donc, vous avez le rapport du jury de 2020 à 2023. Alors, d'une part, vous y trouverez des statistiques détaillées que Marie-Delphine a évoquées tout à l'heure. Mais aussi et surtout les commentaires du jury pour chaque épreuve. Donc, vous allez trouver les notes minimales, maximales et les notes moyennes sur chaque épreuve et des commentaires du jury tant sur le fond que sur la forme des copies. Et c'est là aussi une mine d'informations qu'il faut vraiment intégrer parce que vous allez y trouver des bonnes pratiques et à l'inverse des choses rédhibitoires ou des choses à ne pas faire. Et voilà. Si déjà vous avez intégré tous ces éléments-là, c'est très précieux. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Moi, je vous engage à l'intégrer dans votre plan de révision, en fait, vraiment d'explorer ces rapports du jury. Vous avez également les recueils des sujets des années précédentes.
les meilleures copies et ce qu'ils appellent les moyennes copies. Donc, bon, les meilleures copies, voilà, c'est les copies qui ont eu la meilleure note sur chaque épreuve, et des copies dites moyennes qui ont autour de 11 sur 20. Donc, c'est intéressant de consulter les deux pour un peu, ça va vous permettre d'une part de voir ce qui est valorisé et de vous situer peut-être aussi par rapport à votre niveau. Vous pourrez rapidement voir le niveau attendu et la notation à laquelle ça va correspondre. Le site de l'N3S, je n'y reviens pas. Et puis ensuite, si on passe sur des conseils un peu plus pratico-pratiques, on va dire, pour les épreuves écrites notamment, il faut se dire que les correcteurs ont un nombre important de copies à corriger, donc je vous engage à vous mettre à leur place et à leur faciliter le travail. Vous allez, si votre copie visuellement est bien présentée, elle est claire, elle est aérée, d'emblée, vous allez, je pense, avoir une impression favorable du correcteur. Donc, c'est vraiment important de soigner la présentation et de s'entraîner à le faire. Donc, ça veut dire, voilà, hein, c'est des choses basiques, mais aérer sa copie, soigner l'écriture, penser à sauter des lignes, faire des paragraphes, souligner les titres. Voilà, c'est des conseils de base, mais vraiment, c'est important de les intégrer. Quelque chose qu'on vous dit certainement aussi si vous suivez une préparation, c'est le fait de se relire, hein, c'est très important. Vous allez devoir composer dans un temps très limité, donc vous allez devoir écrire vite. Avec le stress en plus, on est tous susceptibles de faire des fautes, donc l'importance de se relire et de l'intégrer dans le temps de la composition. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y en a certains qui vont préférer, à la fin d'une partie, relire leur partie tout de suite parce que c'est encore frais dans la tête et ça évite d'être pris par le temps à la toute fin de l'épreuve si vous n'avez pas eu le temps, ou bien de finir quelques minutes en avance et puis de relire rapidement toute votre copie pour éviter et supprimer le maximum de fautes. Conseil qui peut paraître aussi très prosaïque mais qui est important, c'est de préparer votre matériel pour le jour J. Et de ne pas le faire la veille au soir parce que vous allez vous générer du stress inutile. Donc, moi, je conseille même éventuellement de vous faire une petite checklist du matériel dont vous aurez besoin le jour du concours, de le préparer à l'avance, de l'avoir testé à l'avance aussi. C'est comme pour un marathon, vous n'avez pas essayé des nouvelles chaussures le jour de votre compétition. Là, c'est pareil, prenez l'habitude de composer avec votre matériel, avec vos stylos, etc. Ça évitera du stress inutile le jour des épreuves. Pensez à prendre une montre parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir sortir votre téléphone portable pendant les épreuves et que vous avez besoin de consulter le temps, même si vous aurez très probablement une horloge ou une pendule dans la salle. Pensez à un petit encas et à de l'eau, une boisson pour vous hydrater, vous nourrir pendant les épreuves qui peuvent être longues, hein, notamment, je crois que la culture générale, c'est 5 heures d'épreuve, donc c'est important d'avoir ça sous la main. Une tenue qui soit confortable, parce qu'on ne va pas vous juger sur les épreuves écrites, sur la façon dont vous allez être habillé, donc soyez à l'aise par rapport à ça et venez dans des tenues qui sont confortables. Voilà, c'est un ensemble de petits conseils qui peuvent paraître anodins, mais tout ce qui pourra vous libérer, on va dire, de la charge mentale pour le jour J, ça vous permettra de vous concentrer au mieux sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce que vous allez écrire dans votre copie et qui va déterminer, in fine, la note que vous aurez. Et je laisse Nance peut-être continuer, à moins qu'on prenne des questions. Je ne sais pas. C'est pas mal de prendre des questions. On va prendre des questions, il y en a pas mal. J'en avais la première, c'était est-ce que les moyennes copies sont des copies de personnes qui n'ont pas été admises? Donc, ça, on n'a pas les noms, donc elles sont anonymisées. Après, sachant que c'est 11, 10, 11, c'est pas C'est pas du tout rédhibitoire. Hein. Ce qui compte, vous avez un certain nombre d'épreuves, des coefficients, et puis c'est la moyenne qui fait à la fin votre note finale et qui fait le classement. Donc, c'est pas parce que vous avez eu 11, voire même en dessous de la moyenne que c'est fichu. Hein, pas du tout. Et je me permets de rajouter d'ailleurs que dans les concours administratifs, c'est assez fréquent que par exemple, évidemment, si on a 17, c'est un vrai plus, mais comment dire, parfois, même les meilleures copies ne sont pas forcément celles de personnes qui ont été admises à la fin, ne serait-ce que par leur performance à l'admission ou ce genre de choses. Donc, en fait, les meilleures copies et les copies dites moyennes, même nous, des fois, on a un peu de mal à différencier ce qui peut le faire. Ce
qui peut faire une bonne copie, et une moyenne copie. L'important, c'est surtout que ça vous serve de repère pour la méthodologie à suivre, parce que ce sera un point qui sera sûrement plus abordé lors de notre webinaire sur les écrits, mais la méthodologie, c'est plus de 50% de la note finale. Donc, en fait, ça doit vraiment servir de référentiel. Et par exemple, concernant, là, il y a une question sur est-ce que le plan doit être apparent ou pas? Alors, vous le verrez dans le rapport du jury, c'est noté. Les plans doivent être apparents, que ce soit en dissertation ou en note de synthèse, le plan est apparent. Et en note de synthèse, non, pas de conclusion. En étude de cas, non plus. Par contre, en dissertation, oui. Je confirme. Voilà. Et ça, de toute manière, si vous lisez bien les rapports du jury, vous verrez vraiment l'attendu, en fait, pour chaque matière, et puis ce qui est rédhibitoire. Ça, c'est vraiment noté. Vous avez vraiment, c'est une mine d'information. Sachant qu'on fera un webinaire par la suite pour revenir un peu sur les attendus de chaque épreuve. Donc, voilà, il ne faut pas vous en faire poser toutes les questions maintenant. On en fera un second. Effectivement, plus en détail. Ouais, dans le prochain webinaire, effectivement, on fera un petit topo sur chaque épreuve écrite. Une question oui. pour la copie publique. Est-ce que je peux... Sur le droit public, oui. Il me semble que la question, c'est rémunération. est-ce qu'on peut mettre des verbes conjugués? Il me semble que c'était ça dans droit public. Alors, moi, j'avais mis des verbes conjugués, ça m'a pas pénalisé. Alors, il y a les deux méthodes, il me semble. Non, oui, en tout cas, le N3S, il y a une tolérance. Oui, il y a une tolérance. Normalement, on peut faire les deux. Il y a des copies qui ont été publiées avec verbes conjugués et d'autres sans verbes conjugués. Donc, a priori, c'est pas ce qui fait totalement la différence. A priori, vous avez votre réponse. Il y a une question sur la rémunération à l'école et à la suite. En fait, les rémunérations, quand on est en scolarité, ne sont pas les mêmes selon le concours que l'on a passé. Pour les externes, on est rémunéré sur le niveau 5A. En fait, à la Sécu, ça fonctionne en grille avec un système de points pour calculer les rémunérations. Donc, je vous invite à vous référer à ça. Normalement, c'est sur le site de l'UCANS. C'est la classification. Et en fait, donc, les élèves externes sont rémunérés au niveau de la classification sur un 5A. Les élèves internes gardent leur rémunération en fait de leur organisme d'origine. Et les troisièmes concours sont sur une classification niveau 8. Voilà, et donc sur le site de l'N3S, je lis que les élèves externes sont rémunérés à hauteur de 1 914 € bruts par mois. Ça a un peu augmenté, je ne sais pas si ça a été mis à jour. Très légèrement augmenté l'année qui vient. Et les élèves issus du troisième concours à hauteur de 2 945 € bruts par mois. Voilà, pour la question des rémunérations. Et après le N3S, en fait, les élèves de N3S sortent généralement sur des niveaux 7 à 9, sachant qu'après, les agents de direction sont encore en dehors et touchent plus généralement. Et donc voilà, après, il faut calculer en fonction du coefficient et du coefficient de l'échelon de l'emploi de sortie. J'espère que j'étais assez clair. Voilà, après, bon, évidemment, entre des élèves externes qui sortiraient des études et des élèves internes qui ont déjà une expérience, bien évidemment que l'expérience que vous avez déjà emmagasinée permettra de briguer des postes différents à la sortie de l'école. Mais in fine, on a tous la même formation et donc il faut imaginer aussi ça sur une carrière à plus long terme. L'idée, effectivement, étant de former des cadres dirigeants, donc des agents de direction, des organismes de sécurité sociale qui ont vocation donc, à devenir agents de direction ou directrices et directeurs d'organismes de sécurité sociale à terme. Comment sont répartis les créneaux pour les oraux, notamment pour les personnes en situation de handicap? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse comme ça. Vous avez sur le site de l'N3S également, ou dans le cadre de l'inscription, vous allez avoir une adresse mail à laquelle vous pouvez vous référer, donc qui est le service concours de l'N3S et qui est susceptible de répondre à ce type de questions, soit par mail, soit par téléphone. Pour répondre quand même sur la répartition plus globale des oraux, des fois ça peut être très mal réparti parce que par exemple pour mon cas, en gros je suis passée sur les 3 oraux que j'avais à passer, j'ai passé un oral le tout premier jour et mes oraux suivants sur les 2 derniers jours, donc il y avait 10 jours d'écart.
Donc, ça m'a valu 2 allers-retours dans cette superbe ville qu'est Saint-Étienne. Mais vous ne le regretterez pas. Alors, sur les dates de résultats d'admission, je n'ai pas en tête ceux des IRA, donc je ne saurais pas répondre immédiatement. Après, est-ce que le calendrier de résultats des admissions est Alors, déjà indiqué sur le pour site? répondre assez rapidement, l'admissibilité, vous avez généralement c'est fin août. Vous passez après vos oraux, on va dire du 15 septembre au 29 septembre, et les résultats d'admission tombent le 29-30 septembre. Donc après, en fonction des autres concours, voilà, vous savez que le calendrier de l'EN3S, fin septembre, vous allez au 1er octobre ou plus tard. Voilà, donc l'adresse à laquelle vous pouvez vous adresser pour le service concours, donc c'est tout simplement concours@en3s.fr. Une personne sont retenues pour aller passer les oraux. De mémoire, c'était 4 pour les externes qui étaient retenus. les chiffres précis. Ouais, pour 2023, c'était 82 externes, 45 internes et 12 troisième concours. Et non, du coup, je sais pas, 30 septembre ou 30 octobre, je crois que 30 c'est pour. septembre. Ouais. Les résultats d'admission, c'est 30 septembre. Enfin, c'était 30 septembre. Là, pour l'instant, c'est à définir dans le calendrier, donc c'est susceptible de varier. Mais déjà l'année dernière, ils avaient mis à peu près ce créneau-là, et en fait, il faut savoir c'est fin septembre. Ça va très vite. En fait, le dernier jour des oraux, celui qui passe le tout dernier, le lendemain midi, en début d'après-midi, il y a les résultats. Ça va assez vite. Voilà, donc on l'a évoqué, évidemment, soyez vigilants sur les dates d'inscription. Là, vous avez jusqu'au 29 mars à 16h. Ne vous y prenez pas non plus à la dernière minute, évitez ce genre de loupé. Et donc le calendrier des épreuves 2024 est bien sur le site de l'N3S. Donc on répète donc les épreuves écrites du 17 au 19 juin, résultats d'admissibilité fin août, épreuve orale du 16 septembre au 11 octobre. Résultat d'admission, Alexandra disait, donc probablement fin septembre. Et c'est toujours mis assez large sur le calendrier sur le site, mais en fait, au final, c'est fin octobre. C'est pas fin octobre, pardon. Là, les épreuves orales se terminent le 11 octobre, donc ce sera juste après, a priori, la fin des épreuves orales, donc on va dire mi-octobre, a priori. La date n'est pas indiquée encore. Mais voilà. C'était déjà cette date-là qui avait été donnée l'année dernière, et ça a été donné fin septembre. Sachant que la rentrée à Saint-Étienne donc a lieu en janvier, tout début janvier 2025. Et une question sur quand commencer à préparer les oraux. Je vais partir dessus, comme ça je vais partir sur la gestion du temps et la thématique d'après, au moins pour pouvoir en discuter. Sachant que oui, du coup, de toute façon, les résultats d'admission sont publiés 1 ou 2 jours après la fin de session des oraux. C'est quasi immédiat juste après. Sur la gestion du temps, très rapidement, de toute façon, il n'y a pas de vérité générale ou de règle vraiment qui s'appliquerait à tout le monde de la même manière. Il y a 2 aspects de la gestion du temps. D'abord, dans les révisions, quelque chose qui est assez important et qui est vraiment essentiel pour le coup, je pense, c'est d'avoir un suivi très global de ces révisions. Donc, au moins un calendrier. Alors, je ne sais pas si vous préférez le faire par semaine ou par mois, mais qu'au moins vous ayez cette visibilité sur vos révisions et sur l'avancée de vos révisions qui vous permettent d'avoir des checkpoints en fait en vous disant bah, j'avance dans le programme d'abord parce que c'est encourageant psychologiquement, mais ensuite ça vous permet de vous garantir que au moment où les écrits arrivent, vous avez couvert la grande majorité du programme parce que bon, fait un peu tous des impasses. Bon, c'est pas que les impasses pour les plus stratégiques. Ne faites pas les impasses. Non, ne faites pas l'impasse. En tout cas, voilà, vraiment, au moins avoir un suivi global. Et après, voilà, chacun sa méthode. Moi, je sais que j'avais un suivi plutôt précis et très détaillé, semaine par semaine, jour par jour, parfois même heure par heure, certaines journées de qu'est-ce que je devais faire, parce que voilà, ça me motivait à avancer. Des fois, quand vous êtes le week-end et que vous devez vraiment faire une journée entière de révision, des fois, ça peut être encourageant. Il y en a d'autres que ça peut angoisser aussi. Donc, vraiment, chacun sa méthode. Le tout est d'avoir un suivi global de ces révisions qui vous permettent de couvrir l'entièreté du programme. Et après, sur la gestion du temps en épreuve, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue non plus. Simplement, c'est l'entraînement en fait qui va vous faire obtenir votre méthode. Voilà, moi, je sais que j'écris assez vite, donc en général,
La construction du plan, je sais que je peux y passer plus de temps, parce qu'après, la rédaction en elle-même va aller très vite. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment juste de l'entraînement, donc j'en profite pour vous inciter à faire le concours blanc de la prépa des élèves, parce que vraiment, c'est l'entraînement qui va vous apporter le plus de méthodes et les meilleurs conseils sur la gestion de votre temps. Et je remercie nos collègues de la 63e, Martin et Pauline, qui sont aussi dans le chat et qui répondent en parallèle à vos questions. Donc merci à eux. Merci. Non, sur l'entraînement, effectivement, ça vaut le coup d'insister dessus parce que c'est une des clés vraiment pour réussir le concours, c'est de se tester en conditions réelles, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sur... alors, vous pouvez faire des exercices où vous faites uniquement un plan, etc., ça a son intérêt, mais d'avoir fait tout de même plusieurs fois, si possible, des entraînements sur la durée de l'épreuve avec un vrai sujet que vous rédigez complètement et qui vous permet de vous dire si oui ou non vous arrivez à la fin du temps à rendre une copie terminée. Il faut que la copie soit terminée. C'est éliminatoire. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis, je dirais pour ça, essayez si vous pouvez. Si chez vous c'est compliqué parce que vous avez vous êtes dans une colocation, vous avez une famille ou d'autres choses, eh ben, de fréquenter une bibliothèque ou d'autres lieux, vous pourrez vous mettre dans des conditions calmes pour vous entraîner. Ça me permet justement de rebondir sur tout ce qui est, moi j'avais plutôt des petits conseils, donc voilà, entraînement, temps libre, la conciliation, révision, vie professionnelle, vie personnelle, et voilà, qui est, dans mon cas, donc j'étais interne. Donc en fait, la réussite du concours, en fait, elle dépend vraiment d'une organisation qui va être solide, qui va être compatible avec la conciliation vie pro, vie personnelle. Donc en fait, il faut vraiment se garder du temps qu'il faut vraiment sanctuariser pour tout ce qui est entraînement. Et comme disait Charlie, là, on est le 6 mars, il vous reste 3 mois et demi. Donc là, maintenant, vous devez faire vos entraînements dans les conditions du concours. C'est un marathon, on est d'accord. Donc là, vraiment, c'est la note de synthèse, c'est 4 heures. C'est pas 4 heures et demie. Et puis, c'est vraiment s'imposer à garder le rythme. Donc, vous devez aussi vous garder du temps de repos parce que voilà, vous n'êtes pas non plus des machines et que si vous voulez arriver le jour du concours en étant frais, serein, bien reposé et à même de donner le meilleur de vous-même, voilà, il faut être reposé et donc il faut vraiment se garder du temps perso. Donc déjà, il faut bien se connaître. Il faut connaître quels sont ses besoins. Et puis parce qu'il y a souvent le risque de ne pas s'écouter, de vouloir continuer d'avancer, travailler dans son programme de révision, mais à un moment donné, votre cerveau, il ne suit plus. Donc, il faut être régulier. Enfin, voilà, c'est ce que vous expliquez, Nance, donc qui s'était fait son planning. J'avais fait à peu près la même chose. Donc, il faut être régulier et comme ça, déjà, ça évite de se fatiguer pour être vraiment en pleine possession de vos capacités. Donc, par exemple, pour donner mon exemple en tant qu'interne, la journée, j'étais au travail. Je travaillais à peu près tous les soirs, à 21h, entre 1h à 2h tous les soirs. Et le week-end, je me gardais au moins une demi-journée libre. Donc, pour aller, je sais pas, faire du footing, voilà, voir des amis, profiter de sa famille. Et je pense que c'est vraiment essentiel si vous voulez tenir la distance. Voilà. Sachant que ce que vous dit Alexandra ici, effectivement, c'est elle le rythme qu'elle s'est fixé, mais tous autour de la table, on aura des temps différents. Il y en a qui seront plutôt du soir, d'autres du matin, d'autres qui vont essayer de sanctuariser leur week-end ou leur dimanche et travailler le soir, d'autres l'inverse. Donc ça, c'est vraiment effectivement, vous connaissez. Il faut bien se connaître. En fait, il faut savoir c'est quoi ses capacités, sa capacité de travail, sa capacité aussi de digérer en fait ce qu'on a pu apprendre. Et voilà. Et après, une fois que vous vous connaissez, vous organisez, mais surtout, il ne faut pas attendre la dernière minute. Et puis, une copie non terminée, c'est une note éliminatoire. Donc, entraînez-vous vraiment sur la durée de l'épreuve.
Un autre petit conseil qui peut paraître un peu tout bête, mais c'est celui d'éviter de tomber malade. J'avais fait les frais en décembre. J'ai attrapé une grosse grippe qui m'a cloué pendant 1 mois au lit. Et en fait, le fait de ne pas travailler pendant 1 mois, non seulement ça rajoute de la culpabilité et du stress parce qu'on voit les autres avancer, mais pas nous. Donc, parce qu'on est malade. Donc voilà, peut-être faire attention un peu à ça, à sa santé et prendre vraiment du temps pour soi pour faire attention à ces paramètres-là. Donc, je sais que c'est difficile, on n'a pas forcément la main sur sa santé ni sur le fait de qui on côtoie au quotidien, mais garder un peu à l'esprit que plus on est en forme et mieux ça se passe en fait dans notre programme de révision. On avait une question là sur le dossier à caractère administratif pour la note de synthèse. Combien de pages? C'est très variable selon les années. Je dirais entre 40 ou peut-être 50 et 80. Ouais, ça dépend un peu des années. Voilà, donc ça comme document en fait. Voilà. Donc c'est très variable. Après, vous avez tous le même, donc voilà. Mais effectivement, on y reviendra sur le prochain webinaire, il faut s'entraîner à savoir lire vite. Hein, et pour ça, c'est pareil, c'est l'entraînement qui fera la différence. Ouais. Alors, il y a une question sur comment y a-t-il un moment où se sont vraiment pris au niveau de ses connaissances? Ils ont répondu dans le chat déjà. Ouais, ils ont Donner son tu vois, moi, ce que je faisais, c'est que c'est plusieurs fois sur la notion, parce que bon, si vous révisez une notion en septembre et que le concours en juin, vous risquez d'avoir un petit peu oublié. Et puis après, ce que je faisais, c'est que je reprenais les notions une par une et je me disais, je me récitais le plan pour voir si je m'en souvenais toujours et je me testais pour savoir si j'étais toujours capable de ressortir des éléments là-dessus. Après, sur la gestion du stress, moi, faut toujours s'accorder des moments pour soi, hein, parce que je pense que si vous faites réviser H24, ça va alimenter votre stress. Donc, aller courir, voyez des amis, hein, comme tu dis, Alexandra, prendre l'après-midi dans la semaine, ça c'est fondamental. Et après, sur le doute, moi, je dirais qu'il faut se faire confiance et se dire que si d'autres sont arrivés, pourquoi pas moi, hein, que de toute façon, puis j'ai trouvé que la ligne ont été candidats. Tout le monde est en fait dans la même situation, donc vous n'êtes pas forcément plus prêt ou moins prêt que les autres. Après, c'est le jour J, après, une fois que vous êtes sur votre copie, vous donnez tout ce que vous avez, vous faites de votre mieux, et puis après, il y a des sons jetés, mais c'est une personne qui se dit 100% prêt, qui prétend connaître tout ce qu'il faudrait connaître du programme. Voilà, donc on a tous des lacunes et des niveaux d'approfondissement différents. Voilà, il faut se faire confiance, et puis au regard des copies, des corrigés, etc., vous pouvez déjà raisonnablement vous situer pour voir si vous êtes à peu près dans les clous. Et je me permets de rebondir à la fois sur ta remarque et sur celle d'Emma. La santé, ça inclut aussi la santé mentale et c'est vraiment très très important. Et je pense que l'équilibre mental, c'est vraiment très important pour votre performance le jour J. Donc, je plus sois sur la nécessité vraiment d'arriver à décompresser, de s'aménager des trucs et tout, parce que bon, c'est vrai qu'on peut aimer dire voilà, je bosse comme un dingue, c'est super. J'abats du boulot, boulot, sauf qu'en fait, comme disait Alexandra, on n'est pas des machines et le but, c'est pas là, je sais pas, on est en mars, le but, c'est pas d'exploser là sur cette période, on est encore à quelques mois de l'écrit, sous l'effet du stress et de la pression. Il faut vraiment arriver, c'est aussi cet aspect marathon qui oblige à arriver à se tenir mentalement sur le long terme. Donc, prenez soin de vous aussi sur cet aspect-là, pas que sur l'aspect physique. Et pour reprendre l'image du marathon, dans un marathon, il y a toujours des périodes de repos. Là, c'est un peu ça. Des ravitaillements. Ouais, aussi. Des encouragements. Donc, on espère que votre entourage aussi, voilà, c'est un projet qui implique bien souvent son entourage. Donc, il faut être au clair aussi avec ça. Discuter pour que tout le monde soit aligné sur le fait que ça vous demande du temps. Donc, ça demande aussi parfois des aménagements dans sa vie personnelle qu'il faut prendre en compte. Et de toute façon, si vous préparez ce concours, il faut aussi penser à la scolarité qui va suivre et qui va forcément engendrer des changements importants dans votre vie. Donc. De toute façon, je crois pas que dans la 63e, même j'ai croisé quelqu'un qui disait ouais, les écrits, c'était vraiment un truc, un parcours de sortie. Oh là là, c'était génial, on aurait dû une cure aux Bahamas. Non, tout le monde était en mode oh là là, c'était la panique, et on est tous là. Donc bon. Ouais.
Ouais, donc c'est normal d'avoir des moments aussi, des hauts et des bas. Hein. Ouais. Il y a des jours où on se dit mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, etc. Mais on est tous passés par là. Donc il faut accepter ces moments-là, savoir décrocher, faire autre chose et puis se remettre sur les rails une fois que cette phase-là est passée. Mais c'est normal d'avoir des variations du moral et du stress, quoi. Une question sur la fonction publique encore avant. Oui, alors personnellement, je ne saurais pas y répondre. Je ne sais pas si dans la promo, je crois pas qu'on est ici. On n'en a pas dans la promo. Mais alors, en termes de statut, si vous intégrez le N3S en étant fonctionnaire, vous n'êtes pas détaché par votre administration. Pas par le concours externe, en tout cas. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça peut donner si vous avez l'opportunité de le passer en interne, étant issu de la fonction publique, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas détaché si vous passez le concours externe. Je ne crois pas qu'on puisse se passer. En interne, non. La fonction Non, non. publique. En interne, c'est vraiment réservé à C'est ça, l'institution. la sécurité sociale. Ouais, sûr. Donc, désolé Benjamin, on ne peut pas trop s'engager non plus parce que dans la 73e, on n'a pas d'exemple qui pourrait vous éclairer. Je vous invite à vous rapprocher de votre administration d'origine et du service concours de l'école qui vous orientera peut-être vers des réponses plus précises. Alors, Il y a une réponse a priori. plusieurs fois, je crois qu'il y a une limite de trois présentations au concours. Donc, c'est à prendre en compte. Néanmoins, passer 3 fois le concours, c'est déjà pas mal. Donc, ça vaut le coup, je pense, si vous doutez un peu, mais que vous avez déjà commencé à réviser, etc. Moi, je conseillerais de le tenter sans forcément attendre l'année suivante. Mais chacun a sa stratégie par rapport à ça. Si d'ores et déjà vous vous êtes mis dans une position qui est de le passer en 2025, ben, pourquoi pas vous planifiez vos révisions en fonction de ce calendrier-là et pour être prêt en 2025. Effectivement, il y a quand même une limite qui n'existe quasiment plus dans les autres, enfin dans les concours en tout cas administratifs et de la fonction publique. Généralement, ils ont enlevé cette limite, mais je crois qu'elle perdure toujours sur le concours de l'N3S. Donc, alors, je vais passer au petit conseil pour les révisions, notamment pour retenir l'essentiel. Donc, comme je pense que vous l'avez vu, le programme est assez vaste. Donc, je vais vous présenter quelques méthodes, mais il y en a bien évidemment plusieurs. Et le plus important, c'est que vous connaissiez et que vous ayez identifié la méthode qui vous convient le mieux. Donc, pour ma part, moi, je ne faisais pas de fiches. Ce que je faisais, c'est que je mettais du fluo sur mes manuels et mes polycopiés. Donc, ce qui peut être bien, c'est d'adopter un code couleur, notamment si vous avez une mémoire visuelle. Ça vous permettra de mieux vous en souvenir le jour J. Aussi, une autre méthode qui peut être adaptée, c'est de faire des fiches. Donc, à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de ne pas, bien évidemment, réécrire tout le cours, puisque dans ce cas, ce sera juste une perte de temps. Et aussi, faut essayer de rendre ces fiches le plus agréable possible. Donc, essayer de mettre du fluo, par exemple, avec un code couleur. Ça peut être plus agréable et ça peut vous inciter à y revenir plusieurs fois. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'écrire votre plan. Parce que ça vous permet de bien identifier. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais des grands titres en rouge. Enfin, j'ai toujours recopié le plan. Et comme ça peut aussi vous donner des billes le jour J pour structurer une copie, même si, bien évidemment, il ne faut pas réciter son cours le jour J, puisque notamment en dissertation, on vous demande de faire une démonstration. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est faire des flashcards. Donc, vous mettez d'un côté une question et de l'autre la réponse. Donc, c'est très utile pour notamment essayer de retenir les dates des rapports en protection sociale et aussi en droit public, notamment donc, pour retenir les dates des arrêts et leurs noms avec leurs grands principes, puisqu'il y en a un certain nombre. Et en dernier petit conseil, ce que je peux vous dire, c'est d'essayer de réviser à plusieurs. Ça peut être plus sympathique que de rester seul dans sa chambre et aussi pour échanger sur des sujets, avoir d'autres perspectives et essayer de faire des plans. Comme ça, vous vous enrichissez mutuellement. Je rejoins sur les flashcards, c'est un truc que j'ai découvert, j'aurais bien aimé connaître quand j'étais étudiant il y a longtemps, parce que je trouve que c'est un moyen assez efficace pour retenir des faits précis, des dates, ou de se faire des petits quiz. Vous pouvez d'ailleurs, vous avez des applis aujourd'hui qui vous permettent de faire ça de manière numérique et d'avoir sur votre téléphone d'avoir des fiches et des quiz pour vous-même, donc ce qui est pas mal pour réviser sur des petits moments. Pareil, moi je sais que je suis plutôt numérique, ordinateur, etc. Donc les fiches, je les faisais
sur l'ordinateur, mais pour avoir un support matériel, je les ai fait imprimer et puis relier en petit carnet. Donc, ça permet d'avoir sous la main et visuellement quelque chose qui est assez agréable à utiliser, parce que c'est important d'avoir des supports qui vous plaisent, c'est-à-dire c'est assez rébarbatif, hein, les révisions, on va pas se mentir. Facilitez-vous la vie en faisant, voilà, ça va être des fluos, des couleurs, des fiches, enfin tout ce que vous voulez, mais pour que ce soit le plus agréable possible pour vous. Et ça, après, c'est un peu chacun sa méthode, quoi. Voilà, c'était ça l'objectif, c'est faut vous connaître, quoi. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? C'est vraiment très individuel. S'il n'y a pas plus de questions, du coup, je peux enchaîner aussi du coup, sur les petits conseils, juste sur les derniers jours avant les épreuves. Donc, vous allez voir que ça va arriver quand même assez vite, malheureusement. Et donc là, les derniers conseils qu'on pourrait vous donner et à garder en tête quand vous serez en juin, voilà, vous penserez bien à nous. Ça se rejoint à peu près avec tout ce qu'on vous a pu vous dire avant. Donc évidemment, essayez le plus possible de se détendre et globalement de s'éloigner un peu du concours en faisant du sport, en allant voir des amis et en essayant évidemment de bien dormir. C'est vraiment très 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 important. Et voilà, donc c'est rarement recommandé aussi de réviser la veille, même si je sais que certaines personnes autour de cette table ne sont pas forcément très friandes de cette méthode. Bon, globalement, c'est pas forcément recommandé. Dans tous les cas, vous découvrirez rien de nouveau. Donc, si jamais vous arrivez vraiment pas à ne pas réviser, dans ce cas-là, c'est possible de s'entraîner, mais alors très très rapidement à faire des petits plans de tête, suivre l'actualité du coin de l'œil, enfin se dire de garder le cerveau un peu chaud à la rigueur. Mais oui, le mieux, ça reste quand même encore de se reposer. Et si je pouvais ajouter un dernier conseil, c'est aussi de dédramatiser un peu tout ce qui entoure les concours, parce que je sais que à titre personnel, voilà, le ton parfois des rapports de jury, c'est assez dur. Enfin, on a l'impression que c'est un peu la boîte noire en face et tout ça. Mais en fait, ça reste jamais qu'un concours, on va dire. Donc, en fait, je trouve que dire que si on ne joue pas sa vie sur les épreuves, en fait, on les appréhende de manière plus sereine et paradoxalement, on performe mieux. Donc, ça augmente quand même beaucoup les chances. Et puis à l'écrit, vous êtes seul avec votre copie, hein, donc il n'y a pas d'enjeu de représentation ou quoi que ce soit. Il faut être focus vraiment sur le jour J, le sujet, et voilà, se remettre en condition, comme on l'a fait à l'entraînement, et ça va le faire. Et d'ailleurs, s'il fallait rajouter quelque chose, c'est voilà, vous êtes seul face à votre copie, donc n'essayez pas de vous comparer aux autres, que ce soit d'ailleurs pendant la préparation ou après le concours en fait, parce que souvent ça peut engendrer une pression supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire dans la mesure où en fait le choix final revient à l'EN3S. Donc même si quelqu'un vous a semblé très performant ou très impressionnant et que vous vous dites oh là là c'est horrible, je suis nulle, en fait finalement souvent votre propre jugement est biaisé en fait. Donc je vous conseille pas forcément de vous y fier si vous êtes très stressé et que vous avez eu besoin de 4 cafés le matin pour vous réveiller quoi. Conseil qui paraîtra utile à certains et complètement inutile pour d'autres, mais une fois que vous avez votre centre d'examen, que vous savez où vous allez passer le concours et que vous n'habitez pas loin, ça peut valoir le coup d'aller voir sur place où c'est, etc. parce que vous serez moins perdu le jour J. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant pour certaines personnes. Ouais, petit conseil, pour ceux qui le passeront à Paris, entraînez-vous à vous mettre en condition sur des toutes petites tables. Oui, vraiment toutes petites. Ne pas vous étaler. C'est vrai, notamment pour la note de synthèse, gérer un dossier de plusieurs dizaines de pages et sa copie, c'est vrai que, et c'est là aussi qu'on vous incite à vous entraîner en conditions réelles, parce que c'est des petits détails mais qui peuvent faire la différence le jour J pour gagner quelques minutes et qui peuvent s'avérer très précieuses sur la note finale. Moi, j'avais gagné de la place en m'étalant par terre. Vous avez laissé faire, c'est horrible le surveillant. Non, j'avais mis des trucs par terre à la fin parce que j'avais plus de place sur le Est-ce que vous avez d'autres questions sur le fil d'actualité? Dans tous les cas, on vous a donné beaucoup de conseils, on vous a un peu chacun exposé nos propres méthodes, mais à la fin, c'est vous qui vous connaissez, c'est vous qui connaissez aussi vos
vos manières de travailler, vos manières de réviser. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à personnaliser au maximum vos méthodes de révision. Tout ce qu'on peut vous donner actuellement, c'est nos conseils, c'est ce qui a marché pour nous. Peut-être que ce qui a marché pour nous ne fonctionne pas de la même façon pour d'autres. Certains sont plus visuels, d'autres ont besoin d'écrire, d'autres ont besoin même de sentir pour retenir les choses. Donc voilà, faites appel un peu à vos cinq sens et essayez de trouver assez rapidement, si possible, la manière de réviser qui vous convient le plus. Personnellement, moi, je suis très visuelle, j'ai besoin de stickers sur mes fiches. Donc voilà, c'est chacun sa méthode, j'ai envie de dire. Alors, une question très intéressante. Est-ce que vous êtes content de votre série? J'espère qu'on n'a pas l'air trop malheureux, je pense pas. Ça va? Ça va, vous? Bien. On dit pas mal. Oui, on est, tous autour de la table, on est ravis d'avoir eu le concours et on est ravis d'être là aujourd'hui. On est aussi très heureux de pouvoir vous aider. J'espère que ce webinaire et que les choses qu'on va mettre en place cette année vont pouvoir vous aider dans la préparation au concours. Avez-vous passé d'autres concours? Pour certains, oui, pour d'autres, non. C'est vraiment variable. Effectivement, il y a pas mal de gens qui tentent le concours de l'N3S et d'autres concours en parallèle. Là-dessus, ça vaut le coup quand même de s'intéresser vraiment aux spécificités des épreuves N3S, puisque il y a certains concours où on va appeler note de synthèse. Pour le N3S, ça ne va pas être tout à fait la même chose qu'une note de synthèse sur un autre concours. Donc là, je vous invite vraiment à vérifier ce qui est attendu par rapport au concours de l'N3S. Globalement, la scolarité à l'EN3S reste quand même très enrichissante et puis on est quand même assez bichonné. Après, du coup, c'est vrai que ça change un peu pour tout le monde, de ce que j'en vois. C'est-à-dire que les élèves internes, ça leur fait un peu drôle parce qu'ils retournent sur les bancs de l'école. Les élèves externes, ça leur fait un peu drôle parce que ça change un peu de la fac quand même. C'est pas tout à fait un contexte aussi universitaire qu'avant. Et les troisièmes concours, je sais pas, Charlie, ce que tu en penses? C'est pareil, il faut retourner sur les bancs de l'école, mais pour ma part, c'est très plaisant de redevenir étudiant 15 ans après. Donc oui, on vous incite tous à nous rejoindre et à intégrer le N3S et à nous rejoindre l'année prochaine à Saint-Étienne. Est-ce qu'on glisse un mot sur les modalités juste de la vie, du coup, tous les jours à l'N3S? Est-ce que je vois la question sur retour dans pour ceux qui ont oui. Peut-être un mot sur le logement. Ouais, vas-y, si tu veux. Alors, pour la vie de tous les jours à l'EN3S, donc c'est à Saint-Étienne. Bon, voilà, vous avez votre avis sur cette ville qui est le vôtre. Mais donc, du coup, vous n'avez pas le choix, que ce soit pour les euros ou pour la vie ici, c'est à Saint-Étienne. Donc, le N3S fournit un logement contre loyer, hein, évidemment, c'est pas gratuit, mais donc juste à côté de l'école, donc dans la résidence du Montebello. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur le Montebello? C'est un immeuble qui on va pas se mentir, qui est vieillissant. Néanmoins, bon, il y a des travaux en cours pour rénover les logements. Ils sont quand même bien équipés. Enfin, je veux dire, on n'a pas. Oui. Et puis il y a quand même la proximité de l'école. Ouais, c'est surtout ça. C'est en fait, vous avez effectivement, on est littéralement à 50 mètres de l'école, donc c'est extrêmement pratique. On peut rentrer, y compris si on a 1 heure pour déjeuner à midi, vous avez le temps de rentrer chez vous. Et puis ça crée aussi un esprit de promotion, même si tout le monde n'est pas logé au Montebello, bien sûr. Hein, chacun est libre de choisir un logement de dépendance, n'est pas au Montebello, et pour autant, il est parfaitement intégré à la promotion. Donc le Montebello, c'est aussi un endroit où on peut se retrouver pour travailler ou pour faire la fête un petit peu, même s'il faut pas le dire, puisque on a des voisins, donc on n'est pas vigilant Mais pour répondre à la question, est-ce qu'on peut rentrer le week-end? Après, tout dépend aussi du budget, forcément, de votre habitation d'origine. Forcément, on finit le vendredi à 16h, vous avez votre temps de trajet, et puis on reprend le lundi à 10h30. Donc, ça laisse du temps quand même pour faire les temps de trajet. Mais après, voilà, ça dépend. Oui, c'est vrai, ça c'est quand même important, c'est que la scolarité, l'école tient compte du fait que, notamment les internes au troisième concours, mais pas forcément que ces personnes-là, on a une vie de famille souvent, donc pour ma part, je rentre quasiment tous les week-ends. Et l'école en tient compte, c'est-à-dire que le lundi, on commence en général vers 10h30. Le vendredi, on finit à 16h. Il n'est pas rare qu'on ait des interventions en visio qui peuvent éventuellement permettre de rentrer chez soi
plus tôt. Donc vraiment, oui, il est possible de concilier les deux, même si évidemment, ça demande c'est une vrai certaine organisation. En fait, c'est vrai qu'il faut quand même se le dire, quand on passe le concours N3S, oui, vous allez avoir après 18 mois avec une formation, tout ça. Oui, il va falloir, il y aura une conciliation vie pro, vie perso, vie de famille. Voilà, il faut le savoir, ça s'organise. C'est un projet, si vous avez une famille, c'est un projet familial. Donc, bon, après, c'est vrai que il faut en tenir compte, quoi. Pour répondre à Oriana, pardon, oui, on peut loger en famille sur les logements proposés par l'école. On a des collègues qui sont ces cas qui sont venus avec et tous les ans, il y en a. compagne, compagnon et enfants. Voilà. D'ailleurs, c'est pas que du studio F2, il me semble que ça va jusqu'au. Oui. Enfin, c'est plus loin encore. Il y a des F3. Des F3 et même en Ouais. et un duplex. Il y a une question sur les lieux de stage. Alors, pour les stages courts, si vous êtes admis, on va vous demander, donc les stages courts, c'est 3 jours et demi. On va vous demander de formuler des vœux donc dans toute la France. Après, pour les stages d'encadrement et de direction, il va falloir qu'on se positionne. Donc, c'est des candidatures, plus ou moins des sortes de candidatures, vous savez, dans les organismes de sécurité sociale. On ne peut pas garantir que vous serez dans la ville que vous avez choisie en premier vœu tout le temps. Néanmoins, l'école fait en sorte de tenir compte de vos souhaits et des contraintes, notamment familiales, pour essayer de privilégier votre premier vœu dans la plupart des cas. Et en revanche, ils sont jamais à trouver. On vous les propose toujours. Et si jamais vous voulez échanger avec d'autres personnes de la promo, c'est possible aussi. C'est un peu pour les stages courts, non, par contre. Ils sont quand même assez arrangeants. Et pour les stages longs, après, ça fonctionne avec un système de bourse. Donc nous, on n'a pas encore été confrontés, donc on ne pourra peut-être pas trop vous en parler, mais en tout cas, ça fonctionne. En fait, il faut que les caisses de base proposent des places pour des stagiaires pour les stages longs. Donc du coup, ouais, il me semble que ça fonctionne avec un système de bourse. Alors, ne vous excusez pas de poser des questions. On a encore quelques minutes pour y répondre. Je voyais juste sur l'association sportive. On a un bureau des élèves qui est une association qui se renouvelle chaque année et dans laquelle on a des sportifs et des gens qui s'organisent en section, on va dire. Oui. Et puis, il n'y a pas forcément une association sportive en tant que telle, mais on s'organise effectivement pour faire du sport en groupe. Et donc, vous trouverez des collègues sportifs sans aucun doute. Et une question sur les preuves de protection sociale. Alors, est-ce que c'est un mélange de santé publique et de droit de la sécurité sociale? Alors, il y a le programme qui est sur le site de l'école, donc vous pouvez vous y référer. Après, donc, il y a des volets qui sont droit de la sécurité sociale assez purs, d'accord? Et après, il y a une partie sur les politiques de santé publique, en effet, qui est donc dans le programme. Donc, c'est un peu des deux quand même. D'accord. Alors, pas sur le droit pur et dur de la sécurité sociale. Ça, il faut introduire une nuance. C'est politique sociale. Voilà, Bon, ça, c'est politique sociale. Voilà. C'est large, c'est protection sociale, donc c'est quand même. Vous avez les ouvrages de Nesosi et Uto qui délimitent assez bien les sujets, les thématiques à réviser, qui sont inscrits dans la bibliographie sur le site de l'EN3S que vous pouvez consulter. Et ils seront dans la fiche ressources publiée prochainement. Sur les postes en sortie, je ne suis pas certain qu'il y ait systématiquement des postes en Corse. Je ne saurais pas répondre. Hein, voilà, ça dépend, donc on peut absolument pas répondre puisque c'est au moment où les élèves sortent de scolarité que les postes sont disponibles ou non. Donc, Par contre, sur le site de l'EN3S, vous pouvez voir les dernières promos sur quel site, sur quel poste elles sont sorties et où. Exactement. Vous avez un trombinoscope de la promotion actuelle que vous pouvez consulter avec, je crois, nos adresses mail. Enfin, en tout cas, vous pouvez nous contacter facilement. Et effectivement, vous avez trouvé quelque part. Alors, il y a la 61e. Vous pouvez voir les postes qu'ils ont eu en sortie, le niveau et puis la géographie où est-ce qu'ils sont sortis. Je ne sais pas s'il y a ceux de la 60e, mais bon, ça vous donne déjà une idée. Pour ce qui est de la culture générale, Théma. Pour la culture générale, alors c'est vrai les références sont assez larges. C'est vraiment une matière qui est très 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 large, la culture G. Étant donné que chacun a, on va dire, sa culture, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises références. On va en mettre
dans la fiche ressources par la suite. Après, c'est sûr qu'il y a des grands noms à connaître, des références assez classiques, Marx, Tocqueville, Elias, que tout le monde cite et qui sont un peu, qui sont un peu à connaître. Je n'ai pas forcément d'ouvrage bien précis en tête. Moi, je sais que j'ai passé cette épreuve, je lisais surtout ce qui m'intéressait, ce que je retenais. Après, je les remettais dans ma copie, j'essayais de les mettre en lien avec le sujet. C'est la culture G par essence, c'est une matière qui est très très large. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez vous faire plaisir dans les révisions. Vous écoutez un podcast qui a retenu votre attention, et ben vous notez rapidement ce qui a retenu votre attention. Vous regardez un film, le film vous a plu, vous essayez de noter le titre. Voilà, vous pouvez parler un peu de beaucoup de choses dans la culture G tant que c'est en lien avec le sujet. Mais on va refaire un webinaire de toute façon sur cette matière. Et sur la place des politiques familiales, je suppose du coup c'est toujours sur les questions sociales. Les politiques familiales ne sont pas tombées ces dernières années. En fait, souvent les sujets de protection sociale sont très, très, très souvent liés à l'actualité de la protection sociale. Nous, c'était la vieillesse, année de la réforme des retraites. Il y a eu une année, ça a porté sur le régime des indépendants, l'année de la réforme du RSI. Et donc, pour ce qui est des politiques familiales, avec peut-être éventuellement les thématiques qui ont été abordées par le président, peut-être que ça peut avoir une place cette année. Après, de toute façon, il faut les réviser parce qu'en fait, en question sociale, je ne sais pas pour vous, mais je ne recommanderais pas d'impasse parce que souvent les sujets sont liés entre eux. Ils sont transverses. Donc, les politiques familiales peuvent tout à fait être remobilisées pour autre chose. Je sais pas, je sais que moi j'avais fait un stage dans l'assurance maladie et j'ai quand même réussi à ressortir des choses vues à l'assurance maladie dans ma copie sur la vieillesse. Donc en fait, souvent, c'est bien de garder l'esprit ouvert, ne serait-ce que pour faire des copies qui ne sont pas forcément très cloîtrées dans leur domaine et justement montrer qu'on réfléchit un peu plus loin. Donc les politiques familiales doivent être révisées, je sais pas, oui, sous votre approbation à tous, mais selon mon point de vue, les politiques familiales doivent être révisées à la même hauteur que n'importe quel autre chapitre, surtout que ça reste quand même une des branches de la sécurité sociale, donc ce serait un peu dommage de passer à côté. Ouais. Et si vous regardez les sujets des 2 dernières années, par rapport aux années précédentes où ils étaient plutôt des sujets assez précis sur un point, là, c'est quand même des sujets assez transverses. Donc, dans tous les cas, vous pouvez toujours replacer quelque chose. Là, par exemple, sur la famille, vous pouviez repasser des éléments. Il y a toujours moyen de mobiliser les connaissances qu'on a eues, de les placer dans la copie. Ok, bon. Écoutez, il est 19h45. On espère avoir répondu à toutes vos questions. A priori, ça semble être le cas. Avant de conclure, donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Ce sera confirmé sur les publications, mais donc a priori, ce sera le mercredi 3 avril, même heure à 18h30. Et on vous invite à donc suivre la page Facebook et LinkedIn sur lesquelles on va publier toutes les actualités de la préparation au concours par ces élèves. Donc le concours blanc, la fiche ressources très prochainement et le dispositif de tutorat pour lesquels les candidatures sont encore ouvertes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on s'en tient là? Donc, on vous remercie vivement pour votre présence. On espère que ça vous aura été utile et on vous souhaite un très bon courage pour la préparation, une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.